Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre événement à la librairie Dialogue, pour laquelle nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Amélie Nothomb. Alors merci beaucoup de votre venue jusqu'à Brest. Alors, est-il encore besoin de vous présenter? Je vais quand même dire quelques mots sur votre parcours. Vous êtes l'une des grandes voix de la littérature française et depuis 32 ans maintenant, vous nous donnez rendez-vous à chaque rentrée littéraire, réunissant de très nombreux lecteurs et lectrices avec lesquels vous entretenez un lien unique. C'est donc en 1992 qu'est paru votre premier roman, Hygiène de l'assassin. Et parmi tous ceux qui ont suivi, on peut citer notamment Stupeur et tremblement, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1999 et qui a permis à énormément de lecteurs de vous découvrir, mais aussi Les prénoms épicènes, paru en 2018 et qui a pour particularité de débuter et de se terminer à Brest. C'est tout à fait vrai. Ou encore Premier sang, un très beau texte sur la figure de votre père pour lequel vous avez reçu le prix Renaudot en 2021. Alors parmi ces livres, certains sont purement romanesques et d'autres s'inscrivent dans une veine autobiographique, mais ce qui les relie tous, c'est de l'écriture intense et qui, sous une apparente simplicité liée à une véritable recherche de sobriété, manie une réelle ambiguïté. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir à l'occasion de la parution de 2 ouvrages parus aux éditions Albin Michel. Il y a tout d'abord L'impossible retour. C'est donc votre 33e roman publié, mais le 107e écrit, me semble-t-il. Le 107e écrit, en effet. Pour que vous sachiez tout, je suis en train d'écrire le 111e. Comme ça, vous avez tous les chiffres. Alors ce roman, il nous raconte 2 voyages. L'un réel et difficile émotionnellement, qui s'est déroulé en mai 2023 au Japon, le pays que vous aimez le plus au monde, et l'autre, Impossible, qui est un voyage vers le passé, vers votre enfance. C'est un récit qui est à la fois drôle et profond, un livre de deuil aussi, dans lequel la figure de votre père, décédé en 2020, est centrale. L'autre livre, qui est adapté d'un podcast du même nom, réalisé avec Lorny Lamagneux, il a pour titre Le Japon éternel. C'est un beau livre. C'est un livre dans lequel vous nous conviez à une passionnante découverte du Japon, de ses paysages, de sa culture, de sa philosophie, de sa littérature, de ses légendes. C'est aussi un livre qui est une plongée dans votre œuvre, qui nous en livre quelques clés, ou tout du moins qui nous montre à quel point le Japon a influencé et forgé votre rapport au monde, et donc votre écriture. Et pour débuter, j'aurais souhaité citer les toutes premières phrases de l'avant-propos de ce livre. Ma mythologie personnelle, c'est le Japon. Mes premiers souvenirs sont japonais. Je me suis très longtemps crue japonaise avec une conviction profonde. Alors pour débuter, est-ce que vous accepteriez de nous dire quelques mots du début de votre histoire avec le Japon qui explique que ce pays représente un tel investissement émotionnel pour vous? Très belle question. Mes premiers souvenirs sont japonais. J'appartiens à l'espèce de gens qui est particulièrement obsédé par sa prime enfance. Et il se trouve que j'ai une mémoire aiguë de ma prime enfance puisque mes souvenirs remontent jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Et j'ai été une enfant particulière puisque les 2 premières années de ma vie, je n'étais pas normale. J'étais dans une espèce d'état de pamoison. J'étais complètement apathique. Je n'ai absolument pas bougé. Je suis restée inerte, sans rien faire. Mes parents n'étaient pas plus inquiets que ça parce que c'était une époque où on ne s'inquiétait pas tellement pour ses enfants, puisque quelque part ça les arrangeait bien d'avoir une 3e enfant qui ne bougeait pas alors que les 2 aînés étaient tellement remuants. Mais moi j'étais là, absolument pâmée dans mon berceau, à ne faire rien. J'ai une théorie là-dessus, c'est que je pense que les 2 premières années de ma vie, je les ai passées à être tellement ébahie d'être au Japon, parce que je pense que je savais que j'étais au Japon, et que ça suffisait totalement à mon état. Voilà, j'étais au Japon, mais que faire de plus? Pourquoi faire un mouvement? Pourquoi faire quoi que ce soit? J'avais déjà compris l'essentiel de la philosophie japonaise, à savoir que le but, c'est qu'il n'y ait pas de but. Le but, c'est d'être là, de ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas parler, de ne pas bouger les yeux, d'être au Japon. J'ai réussi cet idéal pendant les 2 premières années de ma vie. Après, ça s'est un petit peu gâté. Je suis devenue une enfant normale. J'ai mangé du chocolat. J'ai commencé à parler. Mais mes premiers souvenirs conscients sont également japonais. Et je pense que la base de ma tragédie personnelle, pour employer de bien grands mots, ça a été quand j'ai compris que je n'allais pas toujours vivre au Japon. J'avais 3 ans quand mon père m'a annoncé qu'un jour, nous allions quitter le Japon. Ce jour se passerait 2 années plus tard. Mais rien que de savoir que je n'allais pas vivre toute ma vie au Japon, je l'ai appris comme une véritable catastrophe. Ça a été le commencement chez moi d'un mécanisme obsessionnel
puisque je vais quitter un jour ce pays où tout est parfait et qui me convient si profondément, puisqu'une chose aussi grave va se produire, je vais tout absorber de ce pays. Comme ça, quand je l'aurai quitté, j'en aurai tout gardé. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai passé les 2 années qui ont suivi, donc de l'âge de 3 à l'âge de 5 ans, à tout absorber du Japon, mais au dernier degré. Mes souvenirs de cette époque de ma vie sont anormalement aigus. Je me souviens réellement de tout parce que c'était une démarche consciente et volontaire. À l'âge de 5 ans, ce qui devait se produire s'est produit. J'ai été arrachée au Japon. Vous savez, quand vous avez 5 ans, vous suivez vos parents. Hein. Si vos parents vont vivre dans un autre pays, vous n'avez pas le choix. Vous partez avec eux. Donc j'ai quitté le Japon à l'âge de 5 ans. Ça a été un traumatisme absolu. Je me souviens parfaitement de ce moment où on m'a arrachée au bras de ma nounou japonaise que j'aimais autant que ma mère, où j'ai été arrachée à ce pays pour partir en Chine, ce qui pour moi était à raison une trahison, puisque la Chine, c'est le pays ennemi, c'est la négation du Japon, c'est l'ennemi héréditaire. Et je pense que c'est à ce moment-là que je suis devenue cette personne, c'est-à-dire quand j'ai eu 5 ans, quand j'ai perdu le Japon, je suis devenue cette personne en état de perte et en état de reconstruction d'identité que finalement je n'ai jamais cessé d'être depuis. Alors, le Japon, vous y êtes ensuite retourné oui. Et à travers vos livres, vous racontez aussi votre histoire japonaise. Il y a bien sûr Stupeur et Tremblement qui raconte votre expérience dans une grande entreprise tokyoïte alors que vous aviez 21 ans. Mais vous évoquez aussi le Japon dans Biographie de la faim, dans Ni d'Ève ni d'Adam ou encore La nostalgie heureuse. Et puis aujourd'hui, L'impossible retour. Alors, dans ce livre, tout commence par un coup de téléphone, celui de votre amie assez impossible, elle aussi, Pep Benny, une photographe qui vient de recevoir un prix qui lui donne droit à un aller-retour long courrier pour 2 personnes dans le pays de son choix. Et elle vous dit « J'ai choisi le Japon et c'est toi qui m'accompagne ». Et là, panique. Voilà, donc ma grande amie Pep m'annonce qu'elle m'invite au Japon. C'est un cadeau, ça ne se refuse pas. Je dois lui servir de guide au Japon. Je vois tout de suite le danger. Entre-temps, suite à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, je suis retournée un grand nombre de fois au Japon. J'ai vraiment voulu prouver à la face du monde que j'étais japonaise. C'est ce que je raconte dans Stupeur et Tremblement. C'est l'histoire d'un échec retentissant parce que ceux qui ont lu ces livres savent que, en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas japonaise. Mais il m'a fallu anormalement longtemps pour m'en apercevoir. Et même si j'ai fini par comprendre que je n'étais pas japonaise, quelque chose en moi n'a pas compris. N'a pas compris pourquoi ça n'a pas marché, n'a pas compris pourquoi ce pays que je continue d'aimer plus que tous les autres n'est pas le mien. Mais il a bien fallu que je renonce, il a bien fallu que je devienne cet écrivain belge qui vit en France et qui raccommode son identité comme elle peut. Bon, une fois de temps en temps, je retourne au Japon. Le Japon demeure le pays que j'aime le plus au monde. C'est pas facile pour moi de retourner là-bas. À chaque fois que j'y retourne, je revis ce choc des retrouvailles avec ce pays que je continue d'aimer, mais comme au premier jour, c'est mon premier amour, je l'aime tellement. Mais désormais, quand je retourne au Japon, je sais maintenant, je suis grande, je sais que ça ne va pas marcher, je sais que je ne suis pas japonaise, je sais surtout la chose la pire, je sais qu'il va falloir repartir. Raison pour laquelle je modère mes retours au Japon. Je sais que je vais vivre une aventure sentimentale trop forte, que je vais retrouver mon plus ancien amour et qu'à chaque fois, ça va me déchirer le cœur un peu plus profondément. Mais là, Pep, mon ami Pep m'ordonne de le faire, donc j'ai pas le choix, donc il faut que j'y aille. En plus, comme si ça ne suffisait pas, il faut que je serve de guide du Japon à Pep. Et bien évidemment, c'est une expérience terrible parce que c'est fascinant d'être la guide de quelqu'un dans un pays qu'on aime à la folie. Mais Pep, vous savez, c'est une Parisienne très grande gueule, comme ça, très fascinante. C'est une grande artiste. Mais bien sûr, ça ne va pas se passer tout seul. Il va y avoir les inévitables heurts qui ont lieu quand une personne d'un caractère assez fort découvre un pays d'un caractère assez fort, comme le Japon. Le Japon impose certains comportements qui ne sont pas à la portée de tout le monde, qui ne sont pas forcément à la portée d'une Parisienne grande gueule. Et moi, je vais être au milieu de tout ça, la diplomate, l'interprète, qui essaie que ça se passe bien, qui essaye d'éviter la Troisième Guerre mondiale,
ça ne va pas être forcément facile. Mais ça va être une expérience géniale. Géniale. Et finalement, ce voyage qui dure 11 jours va être pour moi aussi un voyage exceptionnel. Mais après, c'est toujours la même chose. Hein. Chaque fois que je retourne au Japon, maintenant je le sais, quand je retourne au Japon, après, il faut retourner en Europe. Et bien évidemment, au terme de ce séjour, je retourne en Europe. Et une fois de plus, la catastrophe recommence. C'est ça l'impossible retour. C'est le retour de trop. Une fois de plus, je rentre en France après et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi cette fois-ci n'a pas été la bonne, pourquoi je ne suis pas restée au Japon. Et je ne comprends pas pourquoi me réacclimater à l'Europe est à ce point difficile, alors que j'ai l'habitude maintenant. Ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Mais c'est comme si c'était la fois de trop. Et un mois plus tard, je suis tellement malheureuse, d'un chagrin tellement insondable, que je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que je ne sors pas de ce chagrin? Et quand j'ai affaire à un mystère humain qui me dépasse, je ne connais pas d'autre solution que de consacrer un livre à ce mystère humain. C'est ce qui me fait écrire L'impossible retour. Et écrire, c'est ce qui rend le retour possible. L'écriture, c'est ce qui permet de comprendre. C'est ce qui permet de sortir d'un chagrin, pas complètement, hein, ce chagrin il est toujours là, il y a une part de moi qui continue de ne pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché au Japon, pourquoi un amour aussi grand ne m'a pas permis de vivre là-bas. L'imbécile heureuse qui sommeille en moi continue de penser qu'un jour ça va marcher, que peut-être quand je serai bien vieille, quand j'aurai vraiment perdu toutes mes attaches ici, j'irai finir mes jours au Japon. C'est un beau rêve. Alors, ce voyage, il est singulier par plein d'aspects, et notamment avec Pep Benny, qui, en effet, a un caractère qui s'adapte peu au Japon, et ça va vous demander de faire preuve d'une grande créativité dans la traduction, notamment. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'elle vous intime une injonction dans l'avion, à l'aller. Elle vous dit, tu ne vas pas recommencer avec ta nostalgie, n'est-ce pas ? Oui. Et en effet, la nostalgie, c'est un autre impossible de ce voyage. Et vous êtes pourtant une spécialiste de la nostalgie. Vous avez même inventé la nostalgie préventive, dont vous nous disiez quelques mots tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur cette nostalgie préventive? Est-ce que cette nostalgie, elle permet de plus ressentir le présent encore, de mieux le vivre? Oui. Donc j'ai inventé la notion de nostalgie préventive sans même connaître ces mots quand j'avais 3 ans. Quand j'ai su qu'un jour j'allais quitter le Japon, quand j'ai su qu'une catastrophe aussi grave allait se produire, j'ai su que j'allais devenir terriblement malheureuse un jour. Et afin d'apprivoiser un si grand malheur, j'ai inventé le concept de nostalgie préventive. C'est-à-dire que je commence le malheur à l'avance, histoire d'y survivre. Ce n'est pas aussi masochiste qu'il pourrait y paraître. Ça suppose de vivre chaque instant dans toute sa dimension sacrée. Puisqu'il ne me reste plus que 2 années à vivre au Japon, je vais les vivre, mais à fond, ce qui m'est réellement arrivé. C'est une façon de vivre le présent à la puissance N. Et vous savez, je ne me suis pas limitée au Japon, parce que, évidemment, j'ai créé ce concept à cette occasion, mais je l'ai recréé ce matin. Ce matin, je savais que j'allais venir à Brest. Ce n'est jamais que la 4e fois de ma vie que je viens à Brest. Chaque fois que je viens à Brest, c'est trop fort. Ben, vous le constatez, vous êtes là. Je vois des gens qui me sont infiniment précieux. Et je me dis, mais tu te rends compte, tu retournes à Brest. Le drame, c'est que ça va pas durer éternellement. Tu vas assez vite quitter Brest. Donc, comment tu vas faire pour vivre un si grand bonheur en y survivant? C'est là que je retrouve ma notion de nostalgie préventive. Dès ce matin, j'ai sécrété de la nostalgie préventive à l'idée de vivre un si grand bonheur et de devoir le quitter. Puisque ce soir, je vais devoir prendre le train de 19h19, c'est ça? Donc, c'est devenu une façon de vivre. C'est chaque fois que je vois arriver quelque chose de sublime, je suis déjà nostalgique à l'idée que ce moment ne va pas être éternel. Ça a l'air idiot, mais je vous assure que c'est une façon de vivre très fort.
Alors, si nous revenons au Japon, donc le voyage se divise en deux, 5 jours à Oui. Kyoto, 5 jours à Tokyo. Et c'est quand vous êtes à Kyoto, qu'un drôle de phénomène se produit. Vous êtes en train de découvrir un temple avec Pep et la nuit tombe. Et puis, il n'y a plus que les lanternes du sanctuaire pour vous éclairer. Et d'un seul coup, le temps n'existe plus et vous avez 4 ans. Donc 4 ans, cet âge qui a tant représenté pour Oui. vous, qui est assez présent dans votre œuvre. D'ailleurs, Oui. tous les enfants, tous les petits-enfants dans votre œuvre sont souvent ceux qui ont tout compris aussi. C'est un âge Absolument. où on vit pleinement. Mais pardon, je vous... Allez-y. Oui, je crois que toute personne a un âge qui le définit plus que tous les autres. Nous avons tous à savoir quel a été l'âge clé de notre vie. Moi, c'est clair, c'est 3-4 ans. Ça ne veut pas dire que les autres âges n'ont pas compté, mais 3-4 ans, c'était la clé de tout. Et je pense que très profondément, si on va à la racine de mon être, je suis restée par là. J'ai 3-4 ans. Bon, ça ne veut pas dire que je sois totalement puérile. Je suis capable d'être une adulte qui fonctionne plus ou moins et tout. Mais quand je retrouve l'intimité de mon être, j'ai 3-4 ans. Et là, il m'arrive ce truc que je retourne à Kyoto pour montrer Kyoto à Pep. Or, quand j'étais petite, à Kyoto, j'avais 3-4 ans. Et là, ça m'arrive vraiment. J'ai vraiment 4 ans. Vraiment. Mais j'ai plus, je suis même... non. C'est normal d'avoir un âge et d'avoir accès aux autres âges de sa vie. Mais là, je n'ai plus que 4 ans. Bon, et ben, il faut composer. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne très bien. La gosse de 4 ans s'en sort très bien, montre tout très bien à Pep, retrouve toute sa géographie, sait exactement où il faut dîner, tout se passe très bien. Le drame, c'est que je finis par quitter cette province du Japon, qui est le sud du Japon, qui s'appelle le Kansai, qui est le vrai Japon, qui est le Japon de mon enfance, et par retourner à Tokyo, qui est la ville de mes jeunes années d'adulte. Et là, ça ne fonctionne plus du tout. Parce que quand je suis arrivée à Tokyo, j'avais 21 ans. Et autant retrouver mes 4 ans, ça fonctionne du feu de Dieu. Autant retrouver 21 ans, ça ne retrouve plus ça ne marche pas. Je n'ai plus accès à cet âge. Je ne sais plus qui j'étais à 21 ans. Et du coup, moi qui dois montrer cette ville à Pep, combien exigeante, je ne sais plus. Je ne peux pas lui montrer cette ville, je ne me souviens plus. J'ai des souvenirs, mais qui ne sont pas géographiquement situés. Mon cerveau ne fonctionne plus. C'est une généralité, mais cette généralité trouve dans ce dernier voyage au Japon une expression radicale. Je n'ai plus que 4 ans. Comment faire pour fonctionner quand on n'a plus que 4 ans? Je vous rassure, depuis lors que je suis retournée en Europe, j'ai retrouvé les autres âges de ma vie. Mais ce retour au Japon, je crois que c'était votre 4e séjour, ça crée aussi un phénomène de dilatation du temps, parce que toutes les époques et tous vos souvenirs... Ah, mon Dieu, j'ai éprouvé une grande... Quand mon verre est vide, j'ai tout de suite une grande angoisse. Merci, merci infiniment. Je suis rassurée. Merci. Donc toutes les époques et tous vos souvenirs se mêlent, substituent les uns aux autres. On a l'impression que tous vos précédents voyages au Japon sont contenus dans celui-là et dans ce livre. Et qu'il y a une figure qui est extrêmement importante. C'est celle du père, bien sûr. En fait, il a fallu que j'écrive L'impossible retour pour comprendre pourquoi ce voyage avait été à ce point tragique. C'était la première fois que je retournais au Japon depuis la mort de mon père. Et mon père a joué un rôle absolument capital dans le fait que le Japon soit si important pour moi. Je suis née au Japon grâce à mon père. Mon père venait de débarquer au Japon comme jeune diplomate. Et nous avons vécu à 30 ans d'intervalle la même chose. Enfin, 30 ans d'intervalle d'âge. Il avait 30 ans, j'avais 0 ans. On a vécu la même chose en même temps. Il a eu un coup de foudre radical pour le Japon. J'ai eu un coup de foudre radical pour le Japon. En même temps. J'étais celle des 3 enfants qui lui ressemblaient. Il paraît que je suis le portrait craché de mon père. Sauf que pour lui, ça s'est très bien passé. Lui, il est devenu un vrai personnage au Japon. Il n'a pas été seulement un très grand diplomate belge. Mon père est devenu une légende au Japon. Il est devenu le premier
non japonais au monde à chanter professionnellement le no. Qu'est-ce que le no? C'est l'opéra médiéval aristocratique japonais. Si on n'a jamais entendu du no dans sa vie, ne vous étonnez pas si la première fois que vous entendez du no, vous avez un traumatisme. C'est très bizarre. C'est d'autant plus bizarre que le spectacle moyen de no dure 4 heures pendant lesquelles il ne se passe rien. On entend des borborigmes qui sortent d'on ne sait où. J'étais toute petite quand mon père me prenait de partout avec lui, et j'étais toute petite quand j'ai vu pour la première fois mon père chanter le no, et je me souviens avoir pensé, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Ça fait peur. En plus, ça n'en finit pas, hein, mon Dieu. Il m'a fallu beaucoup d'années pour découvrir que c'était très beau, c'est très très beau le no, mais ça nécessite une initiation, c'est un art très étrange. Bref, mon père a vécu au Japon une carrière extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'il a été posté anormalement longtemps au Japon. Il a été posté 2 fois au Japon. La première fois, ça a duré 5 ans. La deuxième fois, c'était à Tokyo, ça a duré 11 ans. Ce n'est pas du tout normal pour un diplomate de rester aussi longtemps dans un même poste, mais c'est parce c'était une légende au Japon. On l'appelait le chanteur de no aux yeux bleus. Il avait des relations publiques extraordinaires. Vous pensez, un type qui est à la fois diplomate et chanteur d'opéra, évidemment, c'est une légende. Donc mon père a réussi là où j'ai échoué, parce que moi aussi j'ai voulu vivre au Japon, sauf que moi ça n'a pas marché. Voilà, donc je suis devenue écrivain. Il y a une scène, un moment très émouvant du récit. Vous racontez que vous vous êtes disputé avec votre père à l'âge de 15 ans. Comme ça, cela arrive souvent quand on a 15 ans. Oui. Et il a eu une phrase violente et marquante. « Toi, tu es comme moi, tu n'es rien ». Alors cette phrase, quelle place est-ce qu'elle a eu dans votre construction, dans votre chemin vers l'écriture peut-être aussi? Oui, donc j'avais 15 ans, je me suis engueulée avec mon père, quoi de plus normal. Et mon père clôture cette engueulade par cette phrase définitive. « Toi, tu es comme moi, tu n'es rien ». Et je me souviens de mon indignation quand il m'a dit ça. Ma première pensée, c'est « Mais je suis pas rien, mais tu vas voir si je suis rien ». Puis la deuxième pensée, c'est « Comme toi, tu n'es rien, mais pourquoi tu dis ça? T'es pas rien. Pourquoi tu dis ça, papa ?» Je n'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai jamais osé lui en parler. Beaucoup d'années ont passé. Au Japon, n'être rien, c'est très bien. C'est le but. Le grand but du bouddhisme zen, c'est justement d'atteindre le rien. Il y a un énorme malentendu entre le reste du monde et le Japon au sujet du rien. Dans le monde entier, si on vous dit tu n'es rien, c'est une insulte. Au Japon, si on vous dit mais tu n'es rien, c'est bravo, tu y es arrivé. C'est ce qu'il faut être. C'est le moment où enfin on se dépouille de toute son identité, où qu'on existe enfin, qu'on devient cette personne qui a compris le sens de la vie. Je ne saurais jamais pourquoi mon père m'a dit ça quand j'avais 15 ans. J'aime aujourd'hui penser que mon père m'a dit ça pour me dire que c'était le but en fait. Quand j'avais 15 ans, mon père était déjà ce très grand spécialiste du Japon. Et il avait bien vu que j'étais la seule de ces 3 enfants qui lui ressemblaient. Et sans doute qu'il m'indiquait une direction. Il me disait, le but, c'est d'être rien. J'espère que je me rapproche de ce but. Mais ce qui est vrai, c'est que sur le sol japonais, chaque fois qu'il m'a été donné de trouver ce rien, c'est-à-dire ce moment où vraiment on se dépouille de son identité, ce moment où on oublie qui on est, et on se rappelle simplement qu'on est là, qu'on est là. C'est les moments les plus beaux que j'ai vécus toute ma vie. Parce que qu'est-ce qui nous empêche, en temps normal, d'être vraiment là, de vivre vraiment l'instant présent, d'y être tout à fait? C'est précisément notre identité. Notre identité à laquelle on tient tant en Occident est vécue en Extrême-Orient comme un barrage qui vous empêche d'être là. Voilà. Et est-ce que l'écriture mène à ces moments-là? L'écriture peut y mener parce que l'écriture permet en même temps de trouver son identité, mais permet surtout d'en sortir. Qu'est-ce qui est difficile dans la vie? C'est finalement de n'avoir qu'une seule vie, alors qu'on en sent tellement en nous. Il y a tellement d'identités en nous. Pourquoi faut-il choisir une identité? Parce que la vie est ainsi faite qu'il est plus commode de choisir une seule identité pour vivre. Mais dans les faits, nous
possédons tant d'identités. Être écrivain permet d'assumer toutes ces identités, mais aussi d'assumer l'identité la plus exceptionnelle, c'est-à-dire pas d'identité. Les moments où on y arrive, parce que c'est pas tous les jours, je suis comme tout le monde, je me raccroche comme tout le monde, voilà, je suis belge, je m'appelle comme ça, je suis née telle année, etc. Mais les moments où on peut dissoudre tout ça, ne plus savoir qui on est, c'est les moments les plus beaux. Dans Le Japon éternel, c'est vraiment passionnant parce que vous consacrez un chapitre au bouddhisme zen, oui. Et on découvre à quel point cela a infusé votre œuvre, votre manière d'écrire, vos conditions d'écriture aussi. Dans quelle mesure est-ce que cette philosophie, spiritualité, permet de faire advenir les mots? Merci Laurence pour cette très belle question. Je pense que de toutes les philosophies, de toutes les religions que j'ai pu rencontrer au travers de toutes les vies, de tous les pays où j'ai vécu, aucune ne m'a autant impressionné que le bouddhisme zen. Le bouddhisme zen, c'est pas n'importe quel bouddhisme. Le zen est une pensée qui est née en Inde, qui a grandi en Chine et qui est advenue au Japon. Comme toujours, le Japon n'invente rien, prend quelque chose ailleurs et en tire le génie. Pourquoi est-ce que nous connaissons le zen? Grâce au Japon, alors que c'est né en Inde et que ça a transité par la Chine. Qu'est-ce que le zen? Le zen est une pensée très mal comprise. Qu'est-ce qu'on a retenu du zen? On a retenu, c'est zen, ton intérieur, c'est ce qu'on dit des gens qui n'ont rien chez eux. Chez moi, c'est comme ça. Chez moi, il n'y a rien. On dit, c'est zen, mais ça, c'est un épiphénomène du zen. C'est la nature profonde du zen. Quelle est la nature profonde du zen? La nature profonde du zen, c'est l'immédiateté. Quel est le but du bouddhisme? Le but du bouddhisme, c'est l'éveil. Quand vous examinez toutes les variétés du bouddhisme, il s'agit de toutes les techniques qui permettent d'atteindre l'éveil. À tous les coups, ça s'obtient à coups de méditation, à coups de philosophie, à coups de culture, sauf dans le bouddhisme zen. Dans le bouddhisme zen, on pense que l'éveil s'obtient à partir de rien et de façon immédiate. C'est-à-dire que, de préférence, si vous n'y connaissez rien à rien, si vous êtes le balayeur du temple, si vous tombez par terre, si vous êtes nul, vous allez trouver le zen. C'est-à-dire tout à coup le moment où on s'éveille à l'identité, le moment dont je parlais tout à l'heure, le moment où justement parce qu'on a perdu son identité, tout à coup on est enfin là. Je suis sûre que toute personne adulte a vécu au moins un moment comme ça. Le moment où tout à coup on se dit « mais je suis là en fait, mais je suis là ». Et peu m'importe que je m'appelle truc bidule, machin, que je suis toi de telle nationalité, que j'ai tel métier, que j'ai tel âge. Tout ceci n'a tellement aucune importance. Le but, c'est d'être enfin là, de vivre l'instant présent, mais comme le tout petit enfant qui est là, qui se réveille sur cette planète et qui se dit « Mon Dieu, je suis sur cette planète. Il m'arrive une chose aussi folle que ça ». Et le pari du zen, le pari de la pensée zen, c'est qu'on peut s'en apercevoir tout seul, sans aucun enseignement, de préférence de façon immédiate. Alors, si on examine plus loin la pensée zen, on se rend compte que les béquilles qui permettent d'arriver à cet éveil zen, c'est souvent le langage. Le langage, surtout vécu de façon court-circuitée, de façon incroyable. Rimbaud est un professeur de zen incroyable. Les poèmes de Rimbaud, qui sont des espèces d'uppercuts de langage, de court-circuit de langage, permettent tout à coup de se rendre compte, mais mon Dieu, j'existe et je suis là, c'est vrai. Voilà, le langage joue un rôle énorme dans l'éveil instantané auquel n'importe qui a accès n'importe quand. Il n'existe pas de pensée plus forte et plus étrange que la pensée zen. Alors j'avais une dernière question qui nous ramène à l'impossible retour, parce que vous êtes une très grande lectrice, mais peut-être encore une plus grande relectrice. Vous écrivez d'ailleurs « Bien plus que lire, relire est un acte d'amour. Prendre le risque de réexpérimenter un coup de foudre, s'agissant d'un acte aussi intime que la possession littéraire, c'est insensé. » Et pour ce voyage au Japon, vous avez choisi pour vous accompagner l'anti-voyage par excellence, À rebours, de Huysmans. Alors dans quelle mesure est-ce que c'était le livre parfait pour vous ancrer dans ce voyage? Je l'ai fait un peu au hasard, par instinct. Choisir un livre pour un voyage, c'est très important. En voyage, on ne lit pas de la même façon. En voyage, on est perdu, on perd tous ses repères. Choisir un livre de voyage,
Ça ne se fait pas n'importe comment. Ce voyage était pour moi très important. Il s'agissait, après la mort de mon père, de retrouver un pays qui avait tellement compté dans son identité et dans la mienne. M'est apparu comme un instinct de choisir À rebours de Huysmans comme relecture, puisque je l'avais lu une première fois quand j'avais 18 ans. Je me suis dit, pour retrouver Tokyo, tu vas relire À rebours de Huysmans. Salutaire instinct. Je relis ce livre qu'on a souvent traduit par l'anti-voyage en retrouvant Tokyo. Choc esthétique extraordinaire. Le chef-d'œuvre de la littérature décadente française, À rebours de Huysmans, qui est un livre qui est une exploration des sensations terribles. C'est l'histoire d'un type qui s'enferme chez lui à Fontenay-aux-Roses en banlieue parisienne et qui décide d'explorer toutes ses sensations. L'odorat, la vue, l'ouïe, le goût, ses lectures, tout mais au microscope. Il s'isole du reste du monde pour tout vivre avec la dernière intériorité. Et même quand à la fin du livre, il décide de partir en voyage en Angleterre, il prépare son voyage à Londres pendant 6 mois. Et quand vient le moment de partir pour Londres, il renonce bien évidemment à son voyage. Parce que voyager n'est pas possible, parce que toutes les sensations sont tellement intériorisées que le concept même de voyage est impossible. Et moi, je relis ce livre à Tokyo. Et ça marche formidablement. Pourtant, je suis au cœur de la plus grande modernité et mes sens sont extrêmement convoqués. On le sait, quand on voyage, nos sens sont extrêmement convoqués. Et là, je revis chaque nuit cette exploration des sens que raconte Huysmans dans ce livre décadent. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très, très bien. Voilà. Si je peux donner un conseil aux gens, je ne suis pas là pour donner des conseils. Faites l'expérience de relire un livre qui a terriblement compté pour vous, mais dans des grandes circonstances. Ne le faites pas au hasard. Faites-le, par exemple, dans un voyage que vous avez beaucoup prémédité. Il peut se passer de très grandes choses. Bien, merci beaucoup. Merci Laurence, vous m'avez admirablement interrogée. Merci mille fois. Merci.